Bonjour, alors la suite des propriétés des alcools. Donc on a vu que comme propriété physique on étudiait la température d'ébullition et la solubilité, ça c'est ce qu'on a vu dans les alcanes, d'accord? On a vu et on a commencé à comparer la température d'ébullition des alcanes et des alcools. On a introduit l'existence de ponts H qui vont venir perturber ou en tout cas influencer cette température d'ébullition et cette solubilité. Donc ça c'est super important, c'est ce que je vous ai dit la dernière fois. Alors maintenant, aucun autre information sur les alcools. Alors aucun alcool n'est gazeux à température ordinaire. Donc la présence des ponts H va considérablement remonter la température d'ébullition. Donc ils sont tous liquides, il n'y en a aucun qui est gazeux. Alors à partir de 11 carbone, ils passent à l'état solide. Bon, ça c'est pas super important, mais plus de toute façon vous avez retenu avec les alcanes que plus la masse molaire augmente, plus la molécule va avoir tendance à être liquide et puis à être solide. Alors les températures d'ébullition des alcools augmentent avec la masse molaire, c'est exactement comme les alcanes et c'est exactement pour la même raison. Si vous avez une chaîne qui est petite, il y a un certain nombre d'interactions entre les deux chaînes. Si vous avez une chaîne qui est plus longue, ben vous avez plus d'interactions comme ça, et ça veut dire que si vous voulez séparer les deux chaînes, vous avez plus d'interactions à casser si elles sont plus nombreuses, et donc il faut plus d'énergie. Les températures d'ébullition des alcools sont toujours supérieures à celles des hydrocarbures correspondants, c'est ce qu'on a déjà dit. Alors maintenant, il y a un point sur lequel j'aimerais revenir parce que j'ai oublié d'en parler lors d'une précédente vidéo, c'est de comparer la température d'ébullition d'isomères. Alors, si vous vous rappelez les isomères, j'en ai parlé. Deux isomères, c'est deux molécules qui sont composées de la même chose, donc qui ont la même formule brute, mais qui n'ont pas la même forme. Eh bien, est-ce que ces isomères vont avoir la même température d'ébullition? Si on prend le butane, il a une certaine température d'ébullition. Si je prends son isomère, le méthylpropane, il a une température d'ébullition. Est-ce que ces températures d'ébullition sont les mêmes? Vous allez me dire si elles étaient les mêmes, je ne vous en parlerai pas. Elles sont différentes. Maintenant, la question est de savoir comment elles sont différentes. Alors, la température d'ébullition, je vous rappelle que c'est la température qui sépare, qu'il faut pour séparer une molécule de cette voisine dans la substance pure et permettre de faire passer la molécule à l'état de vapeur ou de gaz. Comment est-ce qu'on fait ça? Ça va dépendre de 1, la masse molaire, parce que plus la masse molaire est élevée, plus il faut fournir d'énergie pour la faire passer à l'état de vapeur. C'est l'histoire de la petite souris et de l'éléphant dans la montgolfière. Mais aussi, maintenant, il y avait la deuxième chose à regarder, les interactions intercarbone. Eh bien, si vous regardez pour une même molécule qui a la même masse molaire, donc le C4H10, il a 10 plus 12 fois 4, donc ça fait 58, donc la masse molaire de 58. Donc pour une masse molaire de 58, il faut une certaine quantité d'énergie. Mais en plus, ici, j'ai 4 interactions entre carbone, et ici, je ne vais en avoir que 3. Pourquoi est-ce que j'en ai que 3? Parce que comme il y a une ramification, la molécule est plus courte. D'accord? Donc la longueur de cette molécule-là est plus grande que celle-ci. Donc au-dessus, elle va pouvoir faire 3 aussi avec 3 voisins. Celle-là va pouvoir en faire 4 avec une autre. Mais dans tous les cas, plus la chaîne est longue, plus elle va pouvoir faire d'interactions avec ses voisins. Et donc ça veut dire que ici, je vais devoir casser 8 interactions si je veux séparer cette molécule-là pour la faire passer à l'état de vapeur. Ici, je vais devoir en casser 6. Donc la température d'ébullition d'une molécule qui est ramifiée va être toujours plus faible que la température d'ébullition de la même molécule non ramifiée. Donc la température d'ébullition d'une molécule qui est ramifiée est toujours plus faible
que celle de la molécule qui serait linéaire. Voilà, c'est une chose que j'avais oublié de préciser dans les alcanes, mais c'est valable pour les alcools aussi. Donc si je rajoute un OH ici sur cette molécule-là et là, les interactions carbone influencent tout autant la température d'ébullition. Alors, au niveau de l'usage des alcools au quotidien. Alors, il y a il y en a plusieurs, mais donc on a le méthanol. Alors le méthanol, vous ne le connaissez pas a priori, c'est de l'alcool à brûler. Donc c'est mis là. Alors attention, le méthanol, c'est un alcool qui est extrêmement toxique. Donc si vous en avalez, vous pouvez mourir. Donc même si vous en respirez trop longtemps, c'est un alcool qui est toxique parce qu'il va aller se... Alors c'est pas rigolo, mais en fait l'alcool en lui-même, donc le méthanol n'est pas toxique, il est toxique lorsqu'il est dégradé par le foie. Donc en fait le foie, vous savez que c'est un organe de détoxification. Et bien quand on met du méthanol dans le foie, il va être transformé en méthanal, donc en aldéhyde, donc on a CH3OH, et bien dans le foie, il va être transformé en HCOH, donc en acide formique. Au final, il passe par un aldéhyde et puis il est transformé en acide formique. Et cet acide formique, il va s'attaquer au nerf optique. Et il va détruire le nerf optique. C'est pour ça que la première conséquence d'une intoxication au méthanol, c'est la cécité. Et après, ça fait des dégâts dans l'organisme et ça continue donc à en faire. Et puis ça peut provoquer la mort. Alors, vous allez dire, bon, ok, mais pourquoi est-ce qu'on en boirait? Alors, a priori, vous n'allez pas en boire. Par contre, il y a dans certains pays de l'Est, il y a on utilise le méthanol pour fabriquer de l'alcool frelaté. Alors, qu'est-ce que c'est que de l'alcool frelaté? En gros, c'est de l'alcool, donc frelaté, c'est un mot qui donne pas super envie. C'est en gros de l'alcool qui est, comment dire ça? Je trouve pas le mot. C'est de l'alcool en gros qui est illégal et donc qui est bidouillé par des gens pour pouvoir en vendre donc dans des distilleries clandestines. Et donc frelaté, ça donne l'idée de truc qui est pas bien. Alors pourquoi est-ce que ils font ça? Déjà c'est pour pouvoir fabriquer, donc ils fabriquent de l'alcool dans des distilleries clandestines et puis ils vont couper de l'alcool avec du méthanol. Alors pourquoi le couper au méthanol? Parce que le méthanol, comme c'est un alcool, eh bien, il va avoir les mêmes propriétés physiques de viscosité, d'odeur et de densité par exemple que l'éthanol normal qui est l'alcool à boire. Et ça permet donc, parce que si vous diluez bêtement de l'éthanol, celui qui va vous acheter votre bouteille d'alcool, il va capter que c'est pas que de l'éthanol et que c'est de l'éthanol qui a été dilué. Tandis que quand vous le coupez au méthanol, on ne s'en rend pas compte. Par contre, on s'en rend compte après parce que ça provoque des dégâts médicaux importants. Et donc relativement souvent, vous pouvez trouver, si vous tapez intoxication au méthanol, et vous trouvez que parfois dans les pays de l'Est surtout, il y a des villages entiers qui sont intoxiqués au méthanol et où il y a soit des vagues de morts, soit des vagues d'aveugles qui apparaissent comme ça à un moment donné parce que le village s'est fourni en alcool auprès de personnes qui n'étaient pas super sympas et qui avaient que des intentions financières importantes derrière ça. Alors le méthanol est utilisé comme agent de méthylation, mais ça on en parlera plus tard. Alors le deuxième alcool que forcément vous connaissez plus ou moins tous, c'est l'éthanol. Donc l'éthanol, c'est l'alcool à boire, d'accord? Donc c'est l'alcool que vous trouvez dans le whisky, dans la vodka, dans le gin, la tequila, bon bref, vous pouvez tous les faire. Alors cet éthanol, il provient de la digestion du glucose en absence d'oxygène. Donc quand il n'y a pas d'oxygène, le glucose va être dégradé et il va être dégradé en CO2 et en deux molécules de C2H5OH et donc ça c'est de l'éthanol. Donc c'est pour ça que l'éthanol est toujours fabriqué à partir de sucre
et donc de fruits ou de céréales, donc de sucre rapide ou de sucre lent, qui vont du coup travailler en anaérobie avec des enzymes qui vont transformer ce sucre en éthanol, et ça produit évidemment de l'énergie parce que, attention, c'est un procédé de métabolisme de secours. Donc ça veut dire que en fait les enzymes, elles vont utiliser le sucre pour pouvoir fabriquer de l'énergie, et si vous ne pouvez pas faire la respiration, bah, vous allez passer à un métabolisme de secours qui est cette fermentation alcoolique. Donc voilà, c'est mis là, fermentation alcoolique. Ça veut dire que par exemple quand vous fabriquez un gâteau par exemple, et que vous mettez de la levure, et bien ces levures, elles vont faire gonfler votre gâteau, mais elles ne vont pas fabriquer d'éthanol. Pourquoi est-ce qu'elles ne fabriquent pas d'éthanol? Parce qu'elles ont à leur disposition du CO2, et que donc si vous avez à disposition du CO2, de l'oxygène, si vous avez à votre disposition de l'oxygène, ce que vous allez faire, c'est fabriquer du CO2 et de l'H2O et de l'énergie avec cet oxygène en brûlant le glucose que vous avez à votre disposition. Ça, c'est l'équation de la respiration. La respiration cellulaire. Si vous n'avez pas à votre disposition de l'oxygène, et bien alors vous allez passer, donc ça c'est le métabolisme principal, alors vous allez passer en métabolisme de secours, qui est la fermentation. Donc vous, par exemple, vous, être humain, vous n'avez pas de métabolisme de secours. Si on vous prive d'oxygène, vous mourrez. Les levures ou les enzymes ou certaines bactéries, elles ont ce mécanisme de secours où elles vont fabriquer de l'éthanol. Alors, un autre alcool que vous pourriez avoir rencontré ou que vous pourriez utiliser à l'avenir, c'est du glycol. Alors le glycol, c'est une molécule qui, si on la nomme, le glycol c'est le nom usuel, c'est de l'éthane diol, donc c'est un éthane, CH3CH3, sur lequel on est venu mettre deux fonctions alcool. C'est ce qu'on utilise comme antigel dans les voitures. Donc l'antigel, c'est une substance que vous mettez dans les radiateurs, des voitures, pour que le système, donc dans un radiateur d'une voiture, il y a de l'eau pour faire refroidir le moteur, mais cette eau, si elle gèle, elle risque de faire exploser le radiateur et donc d'endommager votre voiture. Donc on met de l'antigel, c'est donc une molécule qui permet de faire abaisser la température de congélation. Donc si on a juste de l'eau, on a une température de congélation qui est à 0 degré, et tandis que quand on met de l'antigel, eh bien on va avoir une température qui va pouvoir baisser à moins 30 ou à moins 40 ou à moins 50, ça dépend dans quel pays vous êtes et jusqu'à quelle température vous voulez faire baisser, empêcher votre voiture de geler. Alors ensuite on va passer aux acides carboxyliques, donc je vais couper la vidéo ici, comme ça au moins je fais des vidéos qui sont bien séparées.